à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, on va parler de 3 de mes lectures de janvier. Et pas des moindres, puisque si je devais retenir un seul mot pour vous parler de ces livres, ce serait le mot intense, parce que pour moi, ces 3 lectures ont été particulièrement intenses. On est sur des livres un peu bressons, hein, on est sur des livres un peu, disons les termes, ils font pas trop de cadeaux, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, et encore une fois, comme je vous dis, moi je trouve qu'il y a un fil conducteur dans ces 3 lectures, et c'est vraiment le mot intense. C'est des livres qui ne laissent pas indifférent et qui font pas forcément du bien. Hein, voilà. Tu ressors pas de ta lecture en te disant « Waouh, la vie est trop belle et c'est trop bien » et tout ça. Tu ressors un peu de tes lectures légèrement chamboulées, sachant pas trop où te foutre, étant un petit peu touché par ce que t'as lu quand même, pour ne pas dire beaucoup. Bref, commençons tout de suite, hein, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Le premier roman que j'ai lu, il s'agit de La Maison sans souvenir de Donato Carisi au livre de poche. On est sur un thriller, un policier aussi si vous le souhaitez, vous faites ce que vous en voilà, vous le classez où vous voulez. Nous suivons dans cette série de livres, puisque le tome 1 c'est la maison des voix, donc c'est à chaque fois une enquête entre guillemets qui est différente, mais on suit le même personnage principal et c'est à lire dans l'ordre puisque sinon vous risquez de passer à côté de plein de choses, voilà. Alors, je tiens à le dire, il y a quand même un espèce de fil conducteur qui fait que si t'as pas lu le premier, il y a des choses que tu comprendras pas forcément. Voilà, cela étant dit, La Maison sans souvenir, donc nous suivons Pietro Gerber que nous avons déjà rencontré dans La Maison des Voix, qui est hypnotiseur. En réalité, il est psychologue pour enfants, mais il utilise l'hypnose dans la thérapie, et il est surnommé l'endormeur d'enfants. Il fait parfois affaire avec le tribunal pour enfants, justement, et cette fois-ci, c'est la juge Anita Baldi, avec qui il a déjà travaillé par le passé, et qu'on connaît, nous, déjà, après avoir lu La Maison des Voix, qui va faire appel à lui, et qui va lui demander son aide sur une affaire. En effet, il y a 8 mois de ça, une mère et son fils ont disparu. Voilà, ils ont disparu, on n'a pas retrouvé leurs traces, on a juste retrouvé leur voiture et leurs affaires qui a permis de les identifier. Et pendant 8 mois, rien du tout, jusqu'à ce que Nico, le garçon, qui a 11-12 ans, je ne sais plus, enfin, début de l'adolescence, soit retrouvé. Il est complètement mutique, mais globalement il va bien, il a des vêtements qui sont adaptés à la saison, alors que quand il a disparu 8 mois plus tôt, vous vous en doutez, on était plutôt début de l'été, là on est en hiver. Voilà, il a des vêtements donc adaptés à lui, il a pas l'air de mourir de faim, il a l'air d'être en forme, il parle juste pas. Sous hypnose, il va révéler que sa mère est très probablement morte et que c'est de sa faute, et voilà. Évidemment, pour la juge, il en faut pas plus pour le caler, bon pas en tôle, hein, vous vous en doutez, mais dans un truc correctionnel pour les gamins, et puis de commencer à chercher le cadavre de la maman, quoi. Mais pour Pietro, il se passe quelque chose. Il y a un truc qui est pas net, il y a une façon de parler, il y a des choses qu'il a dit sous hypnose qui lui laisse entendre qu'il y a quelque chose derrière, et une véritable course contre la montre va se jouer pour essayer de libérer cet enfant d'une certaine manière, et de plein de manières différentes d'ailleurs aussi, et voilà. Franchement, j'avais adoré La Maison des Voix, je l'avais trouvé juste génial, j'avais aimé le fait qu'avec l'hypnose, en fait, honnêtement, il y a des fois où l'hypnose et surtout le fait que ce soit des enfants, qui déjà fait un peu flipper, parce que les enfants ça fait peur en fait, mais qui surtout va rajouter une espèce de dimension presque fantastique en fait. Moi ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est d'avoir le sentiment que parfois, tu frôlais avec le fantastique et que ça te faisait plonger dans quelque chose que t'as pas l'habitude de lire. Personnellement, c'est à la fois une zone de confort parce que je commence à lire de plus en plus de thrillers et de policiers, c'est quelque chose vers lequel maintenant je connais un peu les codes, et en même temps, l'hypnose je connais pas, et c'est le seul roman que je lis où il est question d'hypnose, et c'est le seul roman qu'il fait de cette manière-là, et qui va nous plonger dans cette espèce d'ambiance très particulière. Ça te crée une atmosphère que t'as pas ailleurs en fait, tout simplement. Et rien que pour ça, franchement chapeau, genre vraiment chapeau à l'auteur, parce que je trouve ça génial. Accessoirement, je trouve que l'ambiance elle est aussi créée par des lieux. On est plongé en plein Florence, et il y a quelque chose de très historique dans cette ville qui fait que les lieux ont une âme, quoi, véritablement, et l'auteur va vraiment jouer là-dessus. Il va jouer sur l'âme des lieux, il va jouer un petit peu avec le fait que ces personnages, ils soient pas toujours hyper fiables dans leur narration, que ce soit parce que c'était le cas dans le premier volume, et c'est encore le cas à ce moment-là, en fait, quand il est sous hypnose, le personnage, il raconte des choses, mais du coup, est-ce qu'il est vraiment fiable ? Déjà parce que c'est un enfant, et un enfant il interprète beaucoup de choses, mais en plus de ça parce qu'il est sous hypnose. Et donc sous hypnose, est-ce que tu dois croire tout ce qui se passe ou pas ? Qu'est-ce qui est de la dimension du réel ou qu'est-ce qui est inventé par ton esprit ? C'est hyper intéressant et j'adore ça. Et à chaque fois il y a des passages où tu finis par te poser la question de savoir si s'il n'y a pas une notion un petit peu de surnaturel dans tout ça, et qui fait que honnêtement ça rajoute un truc à l'histoire, ça rend le truc hyper
hyper envoûtant, hyper... non, c'est génial. Je vous conseille vraiment de découvrir cette saga, elle est juste fabuleuse. Je remercierai jamais assez Ilona, ma collègue, de m'avoir conseillé cette trilogie parce que j'aurais jamais été regardée. Je me serais jamais penchée dessus, c'est pas du tout un truc vers lequel je serais allée ou... Enfin, ça m'interpellait pas, honnêtement, ils étaient mis en avant, ils étaient dans le top vente et je n'ai jamais été regarder ces bouquins. Et bah, gros regret si je n'avais pas été regardée parce que c'est vraiment génial. Comme je vous dis, cette espèce de mélange des genres, c'est hyper impactant, on a vraiment un suspense qui est gardé jusqu'au bout, où tu finis par douter de certains personnages, et puis d'autres finalement tu te dis ah et finalement peut-être que... Et en fait, jusqu'au bout tu sais pas ce qu'il en est. Là pour le coup la fin m'a vraiment donné envie de lire la suite, le volume précédent j'étais pas restée sur ma fin de la même manière, là j'ai vraiment très envie de lire la suite, du coup je me tâte à le... Bah, j'ai pas envie de l'acheter en grand format, ça me fait chier parce qu'il est pas encore sorti en poche le dernier, lui il est sorti en poche en même temps que le dernier est sorti et du coup ça me fait chier, j'ai pas envie de l'acheter en grand format et en même temps je me vois pas attendre, j'ai envie de savoir la suite tout de suite parce que je pense que ça va être très très lié le tome 3 et le... Déjà il y a un véritable lien qui va se créer, qui... Voilà, mais là je pense qu'en plus il y a des mystères qui sont pas résolus en fait à la fin de ce volume et qu'on a envie de résoudre. Et ouais, je suis très très intriguée, donc je pense que je vais peut-être me laisser tenter. Après, il faut que je vois, ma collègue l'a peut-être, donc je vais peut-être lui demander de me le prêter, mais je sais pas. En tout cas, ouais. Ouais. Très 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 bonne lecture, j'ai adoré ce thriller et il laisse pas indifférent, comme je vous dis, il y a vraiment ce côté, déjà c'est hyper intense, l'ambiance est très intense, mais en plus de ça, bah déjà il y a les gamins, ça fait un peu flipper d'avoir des gamins sous hypnose ou pas d'ailleurs, je trouve qu'il y a vraiment une dimension très particulière, mais là en plus il y a vraiment, ouais, on frôle le surnaturel, parfois je vous dis, c'est vraiment, ouais c'est hyper intense, voilà. Autre roman très intense que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de La doublure de Mélissa d'Acosta aux éditions Albin Michel. C'est mon premier Mélissa d'Acosta et je regrette pas du tout que ça ait été lui le premier parce que je pense que c'est celui qui va le plus me plaire dans ce qu'elle fait, qui se rapproche le plus de ce que j'aime. On est sur... Je sais même pas comment le catégoriser parce que j'aurais eu tendance à vous dire que c'était du contemporain, mais en réalité je trouve qu'on frôle avec le thriller psychologique. Je sais pas dans quoi ils l'ont catégorisé, dans quoi l'autrice elle-même le catégoriserait, mais moi j'ai un peu envie de vous dire qu'on est dans un drame contemporain qui frôle avec le thriller psychologique et qui est très intense. C'est assez particulier aussi de vous le décrire sur Instagram, j'ai choisi de résumer vraiment le roman. Et en même temps, je me dis, est-ce que j'aurais mieux fait de ne pas le faire? Parce que soyons très honnêtes, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ, un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré, un trio pris au piège, un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Voilà tout ce qu'on a comme résumé, ce qui veut tout et rien dire à la fois. Alors, est-ce que vous préférez vous arrêter à là? Auquel cas, avancez un petit peu dans la vidéo jusqu'à ce que j'ai fini le résumé. Je vous ferai un petit pouce vers le haut, parce que je sais pas faire de time... Enfin, je penserai pas à vous mettre le timecode, on le sait tous. Donc je vous ferai un petit ça quand j'aurai fini de résumer. Si vous avez envie d'en savoir plus, maintenant je vais vous résumer un petit peu ce roman. On va suivre dans ce livre Evie, une jeune femme qui a eu la vingtaine, 23, 24 ans, je sais plus exactement quand le récit commence. Elle vient de se faire têche par son mec, pour qui elle littéralement mettait sa vie sur pause en permanence. Du coup elle a jamais trop rien fait de sa vie et là elle a qu'une envie, c'est partir, s'envoler loin, quitter Marseille qui est même pas vraiment sa ville à elle et faire d'autres choses. C'est comme ça qu'elle va rencontrer le couple, j'ai oublié le nom de famille du couple, je crois que c'est Manon, je crois que c'est le couple Manon. Il me semble bien. Blablabla, Calypso Montant, Clara Manon, ouais c'est ça. Elle va rencontrer du coup les Manon, qui est un couple plutôt friqué. En effet, elle va les rencontrer quand elle va démarcher des yachts pour essayer de... des bateaux de luxe pour essayer d'être serveuse sur ce genre d'engin et tout ça. Et c'est là qu'elle va rencontrer ce mec-là, Pierre Manon, qui va lui proposer un boulot. Le but c'est qu'elle soit l'assistante de Clara, qui est sa femme, et qui est également connue sous le nom de scène de Calypso Montant, puisque elle est artiste peintre. Voilà. Le but c'est de s'occuper de toute sa paperasse parce qu'elle aime pas trop ça, du coup ni une ni deux, elle accepte, elle arrive chez eux, elle emménage chez eux, et petit à petit elle va presque devenir un membre de la famille au final si on y réfléchit, elle est tellement omniprésente là-bas, enfin quand t'es là du soir au matin chez des gens, forcément, voilà. Et tout va prendre une tournure un peu particulière quand on va lui demander en fait d'être la doublure, d'être la Calypso Montant officielle, puisqu'elle ressemble un peu à Clara et que les gens ont jamais trop vu Calypso et qu'elle a pas envie. Assister au vernissage, Clara ça l'emmerde, elle a pas envie, elle a juste envie de peindre et tout ça. Du coup, Evie va accepter de devenir la Calypso Montant officielle. Ça veut dire que lors des soirées, elle va être la femme officielle de Pierre et elle va
Voilà, donc ça va être assez particulier parce que il y a une dimension très spéciale qui va se créer. Et du coup, avec ça va venir aussi beaucoup d'excès, en tout genre. Voilà. Je vous lève le petit pouce vers le haut, ça veut dire que j'ai officiellement terminé de vous présenter ce petit roman et de vous en faire un résumé. Plutôt complet comparé à celui que moi j'avais à la base quand je me suis lancée dans l'histoire, mais j'aurais peut-être aimé en savoir un peu plus aussi avant de me lancer. J'aimais bien l'idée de me lancer dans un bouquin où je savais qu'il allait être question d'un couple et d'une femme qui allait s'introduire dans le couple d'une certaine manière, et de cette espèce d'histoire de qui va manipuler qui, parce que je vous ai pas lu la petite accroche, mais il y a écrit passion, faux semblant, emprise, qui manipule qui. Donc il est question d'emprise, il est question de manipulation, et on sait pas trop qui va manipuler qui. C'est vrai que pendant tout le livre, on peut se poser la question de, au final, qui est réellement aux commandes de tout ça. Mais on a quand même une petite idée dès le début de qui va mieux finir que l'autre, quoi. Concrètement, hein, qu'on se le dise. On est sur une histoire qui, ouais, va pas laisser indifférent parce qu'elle elle est très intense. Moi, un des trucs que j'ai vraiment aimé, c'est la notion de l'art qui est hyper... Enfin, il y a vraiment une notion culturelle qui est très intéressante. On sent que l'autrice, elle a fait des recherches, elle a vraiment travaillé son sujet. On a beaucoup de questions de religion qui apparaissent dedans, mais sous sa forme artistique. Il y a notamment cette histoire d'Adam, Ève, Lilith, qui est très au cœur de tout ça. L'art de Calypso Montan est très particulier. On a vraiment une artiste très sombre. Elle s'intéresse au romantisme noir et c'est très très space, mais en même temps moi j'adore. J'ai adoré toutes ces scènes où sont dépeints soit les œuvres de Calypso, soit les œuvres qu'elle fait étudier à Evie. J'ai trouvé ça hyper intéressant et enfin vraiment on a un couple qui est très très cultivé et qui va abreuver de sa culture cette jeune femme, et cet apprentissage culturel il est hyper important et il est hyper intéressant, et il va aussi creuser cette espèce de relations hyper malsaines qui se créent entre les trois. Voilà, on a aussi du coup cette espèce de notion de dépendance, pas juste affective, mais aussi la dépendance qui va se créer à d'autres choses, je veux pas trop en dire, mais qui rend les personnages interdépendants les uns des autres, et c'est super glauque. C'est un récit qui est très très glauque. J'ai pas les mots pour vraiment en parler, il est très sombre d'une certaine manière. Il fait pas peur, on n'est pas dans le thriller qui fait peur dans le sens strict du terme, on est vraiment plus sur une psychologie des personnages qui est très, très sombre. On a des personnages qui sont pas bons les uns pour les autres, qui sont pas bons tout court, c'est pas des gens bien du tout, le couple, franchement, moi oh là là, il y avait des fois où je me disais, mais j'avais envie de dire à Evie, mais barre-toi maintenant. Barre-toi maintenant, c'est évident que ces gens-là, c'est pas des gens bien, et c'est pas des gens qui vont te faire du bien. Et en même temps, elle, de son côté, des fois, je me disais, mais t'es pas très saine non plus dans ta manière de vivre les choses et les relations, et tes relations aux autres, c'est pas dingo. Donc c'est assez space à lire. Je le mettrai pas entre toutes les mains, parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas... Voilà. Par contre, la plume de Melissa d'Acosta, j'ai vraiment apprécié. J'ai aimé le fait qu'à des moments, je me dise « Oh, c'est long, mais pourquoi est-ce qu'elle est vraiment obligée de dépeindre toute cette soirée et tout ce truc-là? C'est bon, on a compris. » Mais en fait, bien sûr qu'elle est obligée de le dépeindre. Parce que sinon, elle réussirait pas à nous immerger comme ça dans cette histoire, dans cet univers, dans cette tension qui monte petit à petit. Parce que c'est vraiment ça, c'est un récit de tension. Petit à petit et crescendo, la tension elle arrive à son paroxysme, et où à la fin tu te dis waouh, putain de merde, vraiment désolée pour les gros mots, mais c'est une évidence, c'est un roman, tu le termines, tu te dis mais ah ouais, ok, grosse claque dans la gueule, vraiment grosse claque dans la gueule. La fin je l'avais pas vu venir, et en même temps je ne vois pas comment le roman aurait pu terminer autrement que comme ça, ouais non, vraiment grosse claque dans la gueule, et il se passe des choses dramatiques dans ce livre, et il se passe des choses dures et très bien écrites, avec une poésie très belle, vraiment. Que ce soit dans sa manière de raconter, de faire les dialogues, de créer des relations, des liens, tout est très beau, mine de rien. C'est un roman qui est très glauque, qui est très sombre, qui est très dérangeant, mais qui est très bien écrit, et ça fait qu'il est beau. Donc ouais, non, très très bonne découverte. J'ai hâte de lire d'autres romans de Melissa d'Acosta, même si je pense que c'est le seul qui va me faire cet effet-là. Et je pense que les autres seront peut-être un peu plus... j'ai ma collègue qui m'a dit que elle pensait que j'allais aimer la doublure. Elle m'a dit justement que les autres, elle, ça lui plaisait beaucoup moins, et qu'elle les avait trouvées peut-être un peu plus gnangnan, sans être... C'était pas un péjoratif quand elle l'a dit, mais plus
plus fleur-bleue quoi, et que ouais, je pense que ça me fera pas du tout le même effet, mais j'ai quand même hâte de retrouver la plume de Melissa d'Acosta parce que du coup pour le coup j'ai trouvé qu'elle avait une très jolie plume, elle a une très belle manière de raconter des choses très glauques et très sombres. Donc ouais, j'ai très hâte. Je vous conseille la doublure, il est sorti en poche donc aucune excuse pour l'acheter. Et puis moi celui-ci je l'avais trouvé d'occasion donc il doit être trouvable d'occasion sans trop de peine. Le dernier livre que j'ai lu, il est intense d'une autre manière. Autant les deux autres, on est sur du thriller et sur du coup une psychologie qui est sombre et qui est affirmée comme étant sombre avec des choses parfois glauques et dérangeantes. Autant dans Celle que je suis de Claire Norton, publiée chez Pocket, on est dans un récit qui va être très sombre également, très glauque de bien des manières, mais je sais pas, je saurais pas comment le... C'est pas le même glauque. Je trouve que c'est un glauque du quotidien qui touche beaucoup plus de gens en fait. Les deux autres, t'as un peu l'impression d'être épargné parce qu'à moins de rencontrer des gens qui sont dans cette espèce de petits trucs un peu dorés, de cette petite cage dorée que tu connaîtras probablement jamais parce que tu connaîtras jamais des gens qui sont aussi friqués et qui ont aussi peu à perdre au final et en même temps tout. Ou en connaissant un hypnotiseur d'enfant ou en étant toi-même hypnotiseur d'enfant, je pense que ça va, tu vois, t'es un peu épargné quoi. Autant dans Celle que je suis, on va suivre Valentine, qui est une jeune mère d'un petit garçon de 6 ans. Elle travaille à temps partiel dans une grande surface culturelle, on va dire dans un Cultura, hein, pour faire simple, c'est le genre d'endroit dans lequel elle doit travailler. Donc elle est libraire. Et justement, les livres, elle adore ça, c'est son échappatoire, son fils c'est son rayon de soleil, parce qu'à côté de ça, dans sa vie, c'est pas ouf. C'est pas ouf parce qu'elle est mariée à un mec qui est très jaloux, et surtout qui est violent. Il est violent verbalement mais aussi et surtout physiquement et c'est très compliqué. Et du coup évidemment forcément avec ce genre d'emprise sur elle qu'il peut avoir, elle est très renfermée sur elle-même, elle a pas d'amis, elle a pas de proches de manière générale, déjà parce qu'elle n'a pas forcément de famille, mais voilà. Tout ça va un peu changer quand elle va rencontrer ses nouveaux voisins, Suzette et Guy, qui vont petit à petit devenir ses amis. Elle va petit à petit avoir une routine avec eux, où elle va aller goûter avec son fils quand il rentre de l'école, où elle va de temps en temps passer la matinée avec eux, et tout ça, et tous ces gens qui vont petit à petit graviter autour d'elle et qu'elle va rencontrer, ça va aussi faire qu'elle va devenir un peu imprudente. Et que les imprudentes, ça peut mener à des drames. Sauf que, maintenant, elle est plus toute seule. Voilà, pour vous résumer un petit peu ce roman sans trop en dire. Donc vous l'aurez compris, il est question de violence conjugale. C'est pas un texte que je mettrai entre les mains de tout le monde non plus, encore une fois. De toute façon, aucun de ces romans que je vous présente aujourd'hui, je les mettrai dans toutes les mains. Mais c'est un roman que je trouve très important. Moi, les violences conjugales, c'est quelque chose que j'ai envie de dire que je connais personnellement, je ne les ai pas vécues moi-même, mais familièrement, enfin dans ma famille, c'est quelque chose qu'on a connu très fort et qui du coup me touche vraiment très fort et que... Enfin, les violences familiales d'ailleurs, plus que conjugales, vraiment à proprement parler, parce que moi c'est plus du côté familial que ça me touche beaucoup, mais du coup c'est un sujet que je trouve très important et je trouve que c'est très important d'en parler, c'est important d'écrire à ce sujet, c'est important de lire à ce sujet, c'est important de se renseigner sur le sujet et c'est important d'en parler parce que parfois, juste en parler à des gens, ça peut débloquer des choses. J'ai adoré ce roman par sa manière d'aborder le sujet, par le fait de le faire du point de vue de Valentine, qui est complètement sous l'emprise de son mari, qui sait qu'il y a des choses pas bien, enfin elle a tout à fait conscience de ce qui se passe, elle a tout à fait conscience que c'est pas bien, mais elle vit dans la peur, elle vit à la fois dans l'espoir que ça se termine un jour, que voilà, et tout en ayant, je pense, inconsciemment, la possibilité, le fait qu'un jour, peut-être que ouais, elle va y passer. Peut-être que un jour, elle se relèvera pas des coups que son mari va lui donner. Et insidieusement, elle le sait, et c'est glauque au possible, et c'est beau en même temps, et c'est triste, et c'est violent, et c'est intense, et c'est un texte qui fait qui fait mal, qui fait pas de cadeau du tout, que ce soit à son personnage ou à son lecteur. On lit des scènes qui sont d'une violence abominable, véritablement. Quand je vous dis que c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est que son mari, il se contente pas de la frapper. Il se passe des choses vraiment horribles. Et c'est pas juste dans les actes, c'est aussi dans les paroles. Il lui dit des choses qui sont abominables. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est des choses qui existent. Et on croise d'autres personnages qui vivent des choses pas ouf dans la vie. Et ça aussi, c'est des choses qui arrivent, qui existent. Et c'est pour ça que ce roman, il heurte à ce point. C'est parce qu'on sait que potentiellement, peut-être que la voisine qu'on croise de temps en temps et qui a toujours des cols roulés, elle a pas des cols roulés juste parce qu'elle a froid tout le temps et que c'est une putain de frileuse, même quand il fait 40 degrés dehors. Non, elle a peut-être des cols roulés parce qu'en fait, elle cache quelque chose
Voilà, cette femme qui porte tout le temps des lunettes de soleil, c'est pas parce qu'elle se la pète, c'est parce qu'elle a un putain de cocard à l'œil. Et c'est quelque chose qui est réel, qui est ancré dans le réel. Et ça fait mal à la gueule. Et ça fait mal de se rendre compte de ça. Et j'ai envie de dire aux gens qu'il faut agir quand on voit et qu'on est conscient qu'il se passe des choses, de faire quelque chose. Et en même temps, on sait très bien que dans ces cas-là, c'est pas nous qui risquons de nous prendre un pain dans la gueule parce qu'on interrompt quelque chose qu'on devrait pas. C'est la personne derrière. Ah ben je suis sûre que t'es allé te plaindre, t'es allé machin. Enfin, c'est les gens qui frappent leurs conjoints, leurs enfants, tout ça. Il y a aussi cette espèce de, ils sont pas juste violents. Il s'imagine des choses, enfin là en l'occurrence le mari de Valentine il est hyper jaloux, donc il imagine tout le temps le pire, il imagine qu'elle va tout le temps voir ailleurs, que c'est une salope, que ceci, que cela, qu'elle est tout le temps, enfin il visualise des choses qui n'existent pas, et ça, et en plus il la visualise comme une pauvre idiote qui fait jamais les choses comme il faut, et enfin c'est pas juste de la violence parce que il est fâché, non c'est beaucoup plus que ça, et c'est beaucoup plus insidieux que ça, et c'est beaucoup plus dramatique que ça, et c'est horrible parce que ça arrive partout. Et j'ai envie de dire aux gens de pas hésiter, honnêtement, ouais, faut agir, faut pas laisser les choses se faire, je pense. Mais c'est aussi terrible parce que on le sait que c'est pas parce que nous on va aller, tiens, je vais aller chercher du sucre chez le voisin parce que j'entends qu'il est encore en train de taper sa femme. On sait pas en fait comment derrière le mec il va réagir. Est-ce que notre présence ça va l'apaiser? Est-ce qu'à l'inverse ça va l'énerver encore plus et que ça se trouve en fait, le fait que j'y sois allée, ça a rien interrompu du tout, ça a juste aggravé le truc. On sait pas, on saura jamais. Mais voilà, je suis tentée de vous dire qu'il faut agir, mais en même temps, agir, ça veut tout et rien dire à la fois. Et voilà. Et c'est un sujet qui me bouleverse complètement, et ce roman le traite super bien. C'est un très beau livre, j'ai beaucoup aimé cette histoire, et en même temps, elle m'a beaucoup touchée. J'ai pas été touchée plus que ça par la plume de l'autrice, mais je trouve qu'elle est vraiment rentre dedans, qu'elle raconte les choses comme elle le devrait. Et voilà. Je vais m'arrêter là parce que je suis en train de partir dans tous les sens, et en fait je crois que je parle même plus vraiment que du roman, je parle du sujet de manière générale, mais parce que le roman parle très bien du sujet, et je trouve que du coup parler du roman sans parler du sujet ça perd de son sens. Et en fait ce que je vous ai dit là c'est ce que j'ai ressenti pendant que je lisais, ça m'a révoltée, ça m'a heurtée. Il y a eu plein de fois où j'ai fermé le livre, j'ai lu un chapitre, j'ai fermé le livre et j'ai fait vas-y je m'arrête parce que je peux pas en fait. Et ça arrivait plein de fois dans ma lecture, et c'est dur d'avoir des lectures comme ça, mais c'est tellement important. Et ouais, lisez-le si ça vous intéresse et que c'est une thématique qui vous plaît, mais ne le lisez pas si c'est difficile aussi. C'est l'histoire d'une reconstruction, mais aussi d'une destruction, parce que pour moi on passe plus de temps à voir ce personnage se faire détruire qu'autre chose. Mais justement, est-ce que par la destruction il n'y a pas un phénomène de reconstruction? Bref, vous avez 3 heures, sujet de philo de la journée. Je vais m'arrêter là pour cette update lecture parce que je sens que ça m'a beaucoup bouleversée de parler de ce livre. Je savais que ça me bouleverserait, mais là je sens que je suis bouleversée. Et puis je crois qu'il faut que j'aille manger un petit bout là parce que j'ai une petite baisse de tension, je crois. Pourtant j'ai mangé ce midi. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré vous la faire et vous parler de ces 3 livres qui m'ont heurté, dérangé, touché de plein de manières différentes, en tout cas qui ont été très intenses. Je pouvais pas terminer cette vidéo sans le redire encore une fois. J'espère qu'elle vous aura plu, moi en tout cas, ouais, vraiment j'ai apprécié de parler de ces bouquins et de lire ces livres, c'était vraiment cool, et ouais, je vous les conseille du fond du cœur. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!